Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aujourd'hui à du dessin. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de tuto. J'avais parlé un petit peu de comment dessiner un personnage, de comment dessiner un visage, et je me suis rendu compte qu'il y a une question qui revient très souvent en fait quand je rencontre des gens en festival, c'est quelles sont les différentes étapes pour réaliser son manga, ou ça peut aider, ça marche aussi, et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas vraiment de compte rendu, on va dire, assez général qui vous indique toutes les étapes à faire. Donc j'ai conçu un petit PDF que je présente maintenant quand je suis en intervention scolaire notamment ou en rencontre autour du manga qui s'appelle donc Réaliser son manga en 5 étapes faciles où je reprends les 5 grandes étapes qui vous permettent en partant de rien, on va dire entre guillemets, d'arriver au niveau de l'édition. Donc quelles sont les méthodes, les choses à savoir. Donc c'est évidemment assez résumé mais le but c'est de vous donner comment dire, un point de vue global sur les différentes choses que vous avez à maîtriser avant de pouvoir passer à l'étape finale, donc de présenter un dossier quelque part ou de publier une histoire. Enfin bref, quels sont les différents outils qu'il vous faut maîtriser avant d'arriver au stade de raconter votre histoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter ce PDF, donc je vais le dérouler sous vos yeux dans une fenêtre là, dans quelques instants, et je vais le commenter en même temps, donc vous allez pouvoir le découvrir directement en ligne. Et voilà, donc je vous en ferai la lecture, j'ajouterai quelques petites informations, je vous renverrai éventuellement vers d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser, que j'ai déjà fait auparavant sur ma chaîne. Et évidemment, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce que je raconte, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. D'accord? On y va? C'est parti. Donc, réaliser son manga donc en 5 étapes faciles. Je me suis permis de vous mettre quelques petites illustrations des mangas que j'ai pu faire, histoire de me donner un petit peu de légitimité quand même. Hein, bon, pour la plupart qui me suivent savent que je suis auteur pro depuis un certain nombre d'années. Dans la catégorie manga, j'ai eu le plaisir de scénariser donc L'Île Berry, un manga en 3 tomes avec Geronimo Sejudo au dessin. Et à côté, Inglorious, c'est le projet de manga sur lequel je travaille actuellement. Donc autant vous dire que je suis à fond en ce moment dans la partie, justement, les différentes étapes pour réaliser son manga. Avant de démarrer, hop, je me permets de vous rappeler un petit peu mes différents réseaux sociaux. Hein. Vous me trouvez sous le pseudonyme Fab Dalmasso sur TikTok et Instagram, le Fab BD sur Twitter ou Fab Dalmasso-le Fab sur Facebook et donc YouTube où vous êtes déjà a priori. Donc là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc 5 étapes faciles pour dessiner, enfin pour réaliser son manga. Ces 5 étapes sont les suivantes. Hein. Je vous ai mis le plan ici que vous allez retrouver. La première, c'est donc le dessin. La seconde, l'écriture, la mise en page. Ce qu'on va appeler globalement la finalisation et ensuite l'étape finale donc qui va être le dossier d'édition ou d'autres façons de se faire lire. Donc à chaque fois j'essaie de voir un petit peu avec vous les différentes étapes qui vont se retrouver dans ces catégories. Voilà. Donc évidemment la première chose à faire quand on veut commencer à faire un manga, évidemment c'est le dessin. Alors évidemment si vous êtes que dessinateur ou que scénariste, vous pouvez trouver quelqu'un qui va s'occuper de faire l'autre partie, hein, normal. Mais si vous voulez, si vous êtes complet, vous pensez tout faire, vous avez ici en tout cas les différents outils. Hein. Donc le dessin, je commence toujours par la partie la plus relou parce que le dessin, en fait, je vois beaucoup de gens qui, notamment quand ils sont plus jeunes, quand on est ado, qui vont se concentrer sur les choses qu'ils aiment bien faire. Et le problème, c'est que c'est une erreur de faire ça. Parce que ce que vous savez bien faire, vous le faites bien, c'est sûr, mais plus vous progressez dans ce que vous aimez faire, moins vous progressez dans ce que vous ne savez pas faire. Et pour faire du dessin, avant le style, avant les effets de vitesse, avant les grands yeux mangas, les designs qui tuent et compagnie, et ben il y a de l'anatomie, il y a un corps humain en dessous qui doit fonctionner. Et quels que soient les éléments de style que vous y ajoutez, en fait, si vous ne maîtrisez pas la base, le reste ne fonctionnera pas non plus. Hein. Donc les personnages avec les mains dans le dos pour pas dessiner les mains ou les mains dans les poches, ou qui vont sortir de votre page pour pas avoir dessiné les pieds, ou qui vont pas être capables de bouger parce que vous ne maîtrisez pas l'anatomie. C'est un problème, et si vous voulez faire une histoire où, déjà pour une illustration, ça vaut le coup, et encore plus peut-être pour une histoire où les personnages se déplacent et interagissent, il faut maîtriser l'anatomie. Voilà. La vidéo qui est là, enfin les images pardon qui sont là, leur renvoie à une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps qui s'appelle Dessiner un personnage de face. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo dans le descriptif, hein, qui vous permettra donc de vous reporter à ça plus spécifiquement. Là je vous la résume rapidement. En quelques étapes, la première et la plus importante, c'est comprendre le squelette. Donc là, ce que j'ai représenté en dessin, c'est une vision, on va dire, simplifiée. Hein. C'est pas un squelette complet, c'est pas non plus un bonhomme bâton, c'est pas encore finalisé. Ça permet d'obtenir les proportions principales, ce que j'utilise le plus souvent, surtout au début, quand je suis vraiment pas sûr d'une position, pour mettre en place mon personnage. Hein. Donc j'y représente le torse, enfin la cage thoracique, le bassin, la colonne vertébrale, le cou, la tête,
Les bras, les jambes, les pieds, les mains rapidement, ça me permet de mettre mon personnage en place assez facilement. Pour ça, il y a quelques règles de base qu'on utilise pour se repérer au début. Encore une fois, plus vous allez progresser, plus ça va devenir instinctif, mais c'est vraiment pour le démarrage. On considère en général chez l'adulte qu'on peut reporter la taille de la tête entre 6 à 7 fois pour faire la taille du corps. Ça vous permet d'avoir un référentiel pour que la tête soit ni trop grande ni trop petite et placée correctement en termes de proportion par rapport au reste de votre corps. Un truc qu'on peut toujours vérifier sur soi, les coudes arrivent toujours à la base de la cage thoracique, les poignets sont au niveau des hanches et les jambes font à peu près la moitié de la taille du corps, avec les genoux également dans le quart inférieur. Vous pouvez vérifier quand vous avez un doute là-dessus, vous reportez évidemment à vous-même. En fait, simplement, vous vous mettez debout, vous demandez à quelqu'un à se prendre en photo. La meilleure solution pour ne pas se planter, et simplement, c'est de vérifier comment ça marche sur les vraies personnes. Donc, vous embêtez votre maman, votre papa, votre grand frère, petit frère, grande soeur, petite soeur, voisin, ami qui passe par là, faites une photo, vérifiez les proportions. C'est beaucoup plus efficace de travailler d'après un vrai corps humain en fait que d'après des images que vous retrouvez sur le net en référence, parce qu'on ne va pas bien sentir les volumes de la même façon. Donc partir du réel, c'est souvent une bonne façon de faire. Autre point important, l'équilibre du personnage. Un personnage, un humain généralement assez symétrique, sauf erreur de conception. Si les épaules, les hanches et les talons ne sont pas alignés sur un personnage de face, le corps est déséquilibré, c'est-à-dire que vous allez bouger à droite ou à gauche par rapport à votre axe de symétrie. Donc si l'ensemble est aligné, on tient debout. Si vous sortez un des éléments du cadre sans rééquilibrer, c'est-à-dire par exemple si vous vous penchez d'un côté sans tendre les fesses de l'autre ou sans tendre un bras pour rétablir l'équilibre, et soit vous êtes en train de tomber, votre personnage ne tient pas debout, il est bancal, soit il est en train de se déplacer. Donc le seul moment où un personnage sera déséquilibré, c'est quand il bouge, quand il va d'un point A à un point B, qui saute, qui court, qui tombe. Mais sinon, si on veut qu'il tienne debout, il faut faire attention à cet alignement, à ce respect de l'équilibre. Il y a 3 points donc importants à maîtriser, l'anatomie du corps, l'anatomie des membres, notamment les mains et les pieds, c'est compliqué, et l'anatomie du visage pour avoir les yeux, la bouche au même niveau. Donc je n'ai pas le temps de revenir dans tout détail en détail dans cette vidéo-là. Donc encore une fois, je vous renverrai la vidéo, l'anatomie du corps, donc dans la vidéo, le dessin d'un personnage de face, et celle du visage, le dessin d'un visage de face. Et pour tout ce qui est mains et pieds, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, donc il y a de très bons tutos qui existent, mais j'essaierai d'en faire un également par la suite. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait notre squelette, il faut comprendre les muscles, parce que pareil, si vous ne savez pas où se placent les muscles en fait sur le corps, vous allez faire des bosses là où il ne faut pas, vous allez me faire des creux là où il ne faut pas, et au final, on a des personnages qui vont ressembler à des espèces de bodybuilder en mode saucisson, c'est pas une bonne idée, ou de baguette un peu désarticulée, où il va manquer des articulations par-ci par-là. Donc, encore une fois, il faut comprendre où se placent les muscles, parce que quelle que soit la personne, en fait, ces muscles, ils sont tous les mêmes, ils sont tous présents chez tout le monde. Ce qui change, c'est leur développement. Quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui est costaud va avoir des muscles plus développés, plus saillants. Quelqu'un qui est fin seront moins visibles, mais ils seront quand même présents. Les muscles habillent les os, ils vont venir les encadrer, leur permettre leur mouvement. Et donc, il est important à ce niveau-là de comprendre comment ils fonctionnent. Désolé, je tousse un peu, c'est l'hiver. Dernière chose, enfin, comprendre le visage. Encore une fois, c'est pareil, le visage, ça respecte certaines règles que je vous indique ici. L'erreur la plus commune que je vois, notamment chez les débutants, c'est d'oublier que derrière vos yeux, derrière votre crâne, ça se voit très bien, chez moi qui n'ai pas de cheveux, vous avez un cerveau. Ce cerveau, il prend de la place et les yeux sont à la base du cerveau. Donc si vous mettez des yeux trop hauts sur votre visage, vous vous retrouvez avec un gros problème d'anatomie. Donc attention à ça. Donc les yeux, généralement, sont plutôt vers le milieu supérieur du visage, mais pas tout en haut, comme certains le font parfois. La bouche se place dans le quart inférieur. Les oreilles, elles, commencent, c'est un petit truc qui est intéressant à savoir, qu'on est bien de face, commencent au niveau des yeux et vont jusqu'au niveau du nez. Alors ça se voit assez bien. Je précise que ces règles sont valables quel que soit le style que vous avez en préférence. Elles fonctionnent en BD, en comics, en manga. Elles vont s'adapter, évidemment, parce que notamment dans certains styles du manga, quand on utilise de très grands yeux, il va falloir déplacer un peu les proportions. Mais globalement, il va falloir faire attention à avoir une cohérence à ce niveau-là. Voilà. Donc encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo comment dessiner un visage de face pour avoir plus de détails là-dessus. Évidemment, une fois qu'on a les bases, il faut progresser. Voilà. Enfin, c'est une obligation. En fait, les choses ne viennent pas en un jour. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, parce qu'on a appris quelques règles, s'ériger en expert du dessin. Même moi, après 20 ans de pratique et 15 ans de métier professionnel, je ne me permettrai pas de considérer que j'ai tout compris en dessin ou que je sais tout faire. Très loin de là. Voilà, il y a toujours meilleur que soi. Donc la progression, elle est continue, elle est constante durant toute la carrière qu'on peut avoir, ou tout le temps qu'on va passer à dessiner si on n'est pas pro. Et pour progresser, évidemment, il y a différentes façons. La première, je viens d'en parler, c'est de bien comprendre, bien apprendre l'anatomie des mains et des pieds. Les différents types d'anatomie, hommes, femmes, enfants, maigres, gros, musclés, fins, grands, petits, tout ça, ça va donner des variations qu'il faut comprendre. Et enfin, par-dessus ça, si vous voulez faire un personnage complet, il faut l'habiller. Et donc il faut aussi comprendre les vêtements.
donc les différents styles de vêtements évidemment, et surtout en fait comment le tissu va s'accrocher à la peau, comment est-ce qu'il va faire des plis, comment est-ce que tel type de tissu va faire tel type de pli, dans tel type de mouvement. C'est long, c'est complexe, hein, mais c'est nécessaire si on veut en fait ne pas se retrouver avec des vêtements pareils qui vont avoir des plis improbables et ça va se voir directement au dessin que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Pour s'améliorer, plusieurs façons. J'en ai parlé tout à l'heure. La première, c'est de dessiner ce qu'on observe. Le réel, c'est le meilleur des profs. Vous vous mettez n'importe où, dans votre salon, dans votre jardin, devant votre chien, devant une nappe, devant n'importe quoi, on s'en fout. Vous dessinez ce que vous voyez dans un carnet de croquis. Ça va vous permettre en fait de comprendre les choses et ensuite de les adapter dans votre façon de dessiner à vous. C'est important comme exercice de temps en temps. Les planches anatomiques pures et dures, encore une fois, comprendre le réel avant d'inventer. Donc là, je vous ai mis en petite démonstration des planches anatomiques pour la musculature. Voilà, bien comprendre comment ça fonctionne pour comprendre comment ça bouge ensuite. Et reproduire les dessins. On pourrait croire que c'est pas forcément une bonne méthode de recopier, mais en fait, c'est très bien. À condition de ne pas se limiter à ça, évidemment. Mais reproduire les dessins en fait, et les pages des artistes que vous appréciez, ça vous permet de comprendre comment eux représentent les choses et comment est-ce qu'ils les ont adaptés dans leurs dessins. Donc, quelle méthode ils vont utiliser pour représenter, je sais pas, je dis n'importe quoi, moi, les types d'yeux, comment ils font leurs cheveux, comment ils portent leurs vêtements. Quand on va plus loin, comment est-ce qu'ils vont représenter différentes structures, le feuillage, l'herbe, les nuages, les bâtiments, tel ou tel rendu, tout ça, en fait, c'est très intéressant de voir comment d'autres artistes le font et essayer de le reproduire soi-même, c'est une façon d'acquérir les choses. Encore maintenant, il m'arrive régulièrement de reprendre des choses pour l'entraînement, pour le fun, de reproduire d'autres styles pour voir un petit peu comment ça se passe chez les autres. Voilà. Le tout, évidemment, c'est après de le sortir de tout ça et d'intégrer dans votre façon de dessiner à vous. Voilà. Et évidemment, le seul et unique secret pour dessiner mieux, c'est de dessiner plus. Voilà. De comprendre ses erreurs quand même, évidemment, mais de dessiner, pas tout le temps, mais pas loin. Plus vous dessinez, plus votre œil s'habitue, plus votre main apprend, plus vous repérez vos erreurs, plus vous progressez. Voilà, donc il faut avoir une démarche d'apprentissage autonome par rapport à ça. Voilà. Et c'est jamais terminé, hein, encore une fois. Voilà. Enfin, trouver son style. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que simplement, une bonne façon de se démarquer dans l'immense foule des gens qui dessinent, c'est d'avoir un style qui se reconnaît. Alors, déjà, il faut avoir un bon style de dessin, tant qu'à faire, mais avoir une façon de dessiner qui va vous être propre, qui fait que quand on voit ce dessin-là, on se dit ah tiens, ça c'est du un tel, ça c'est du un tel. Ça a son importance. Un bémol par contre, ne cachez pas vos lacunes derrière l'excuse ça c'est mon style, c'est ma façon de faire. Si vous ne savez pas faire quelque chose, ou si vous le faites mal, et ça arrive souvent, on se dit ouais c'est parce que c'est mon style de faire comme ça. Non, ça marche pas, c'est bancal, ça se voit. Si quelqu'un qui voit votre dessin vous dit tiens ça me paraît bizarre, c'est pas c'est mon style, c'est que effectivement si ça paraît bizarre c'est qu'il y a un problème. Quand Tim Burton dessine des personnages extrêmement longs et flanqués, façon Noël, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça fonctionne, c'est un style. Il a un choix d'allongement des membres, mais ça vous choque pas. C'est un style, ça se voit tout de suite. Personne ne va dire ah ça marche pas. On va dire ah il y a un style. Donc attention, ça ne brille pas derrière ça pour cacher ses lacunes. On essaie quand même dans tous les cas de les récupérer, de les compenser, de s'améliorer. Voilà. Je le précise aussi pour dire qu'il n'y a pas un seul style dans le manga, hein, comme dans tout. Il n'y a pas un style de BD, pas un style de comics ou de peinture ou d'art en général. Hein, il y a différents styles dans différents grands courants. Donc prenez le temps d'apprendre, de digérer, d'ajouter à votre façon, de faire ce que vous aimez chez les autres. Laissez-vous le temps d'apprendre vos propres façons de représenter les choses. Hein. En général, au début, on copie le style de nos artistes préférés, c'est normal. Et puis avec les années, on personnalise. Hein, voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas le meilleur dessinateur du monde, mais j'ai la prétention de croire que quand on voit un dessin à moi, on sait qu'il est de moi. Voilà. Il n'est peut-être pas aussi bien que d'autres, il n'est peut-être pas aussi beau que d'autres, et ça, j'y travaille toujours, mais j'ai un style qui me représente. Voilà. Hein, donc le style, comme je le dis, là, c'est un mixte de ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, de comment vous le faites. Hein. Donc voilà, donc comprenez vos lacunes, obligez-vous à dessiner ce que vous ne savez pas faire. Si vous ne savez pas faire les mains, forcez-vous à en faire. Vous ne savez pas faire les filles, forcez-vous à en faire. Vous n'aimez pas les décors, forcez-vous à en faire. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pas en se cantonnant dans sa petite zone de confort qu'on progresse. Donc il faut... Alors c'est rassurant la zone de confort parce que par exemple, en faisant un truc qu'on maîtrise bien, on va choper des likes sur les réseaux et compagnie, ça rassure. Mais ça ne va pas vous faire progresser ça. Donc forcez-vous à aller vers des choses que vous maîtrisez pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Moi par exemple, je suis pas très bon en couleur, ça fait des 10-15 ans que je fais de la couleur en essayant de m'améliorer, je n'y arrive pas, mais je continue d'essayer, pas une raison. Et tant pis. Après, bon, quand je suis dans le travail pro, je trouve des gens qui font la couleur à ma place, mais par exemple, si ce sont les mains, les pieds, les décors, ça ne va pas le faire pour moi, donc il faut que je m'améliore toujours là-dedans, donc c'est pareil pour vous. Hein, et n'oubliez pas que vous trouverez toujours quelqu'un de meilleur que vous si vous commencez à vous comparer aux gens, surtout sur Internet. Vous n'allez jamais dessiner en fait, parce que y a des gens monstrueux, encore une fois, j'insiste là-dessus, même moi, au bout de 15 ans, il y a des gens, même plus jeunes que moi, qui arrivent sur le marché, qui sont meilleurs que moi. C'est inspirant et exaspérant parce que c'est comme ça, des fois ça décourage un peu, mais c'est la réalité, il y a toujours meilleur que soi, donc il faut faire avec.
Si on commence à se focaliser que là-dessus, on n'arrive plus à rien. Voilà. Par exemple, je parlais de style, je vous ai mis quelques exemples là, de mangas que vous connaissez forcément et que moi j'aime beaucoup. Hein, quand on prend Sangohan dans Dragon Ball, quand on prend Tetsuo dans Akira, là en plus sur des poses relativement similaires de personnages avec les cheveux en l'air et compagnie, on voit bien que les styles sont très différents. Donc on est dans du manga, mais les styles au sein du manga vont varier également. Donc c'est important pour vous, même si vous faites du manga, de trouver votre façon de faire. Je continue les exemples avec My Hero Academia et Frieren, deux styles encore très différents. Hein. Dans My Hero Academia, il y a une inspiration comics notamment qui est très présente, d'où le fait d'avoir choisi des super-héros. Ça s'intègre très bien de plus en plus d'ailleurs. Vous aviez ça aussi un petit peu à l'époque dans Shaman King. Donc voilà, Frieren qui est plus dans le style du manga pur et dur, assez comment dire, je trouve pas mon mot. C'est assez fin, c'est très délicat, c'est pas féminin mais pas loin. Donc je sais plus d'ailleurs si je crois que c'est une autrice qui travaille là-dessus. Mais c'est encore une autre façon d'aborder les choses. Et pour dire, faut pas se cantonner au style féminin, ici, Fullmetal Alchemist et Sansei Lost Canvas, qui sont des shonen pourtant dessinés par des femmes. Hein, donc encore une fois, il n'y a pas de blocage dans les styles. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Vous dessinez ce que vous aimez, ce que vous faites bien, vous le dessinez et vous vous faites plaisir. C'est important. Tout ça pour dire qu'au sein du manga, il y a énormément de courants, donc ce sera à vous de trouver le vôtre. Peut-être en y mixant des influences européennes ou américaines. Il y a différentes façons de faire. Il y a plein d'auteurs de manga, notamment je pense à Katsuhiro Otomo qui fait Akira, qui était des grands fans de Moebius, qui étaient donc des auteurs de BD franco-belges, des auteurs de comics aussi. Donc les influences, plus ça se mélange, donc il faut trouver là-dedans la mixture qui va être la vôtre. Deuxième chose, écrire. Parce que forcément, si vous faites un scénario, il faut... Enfin, si vous voulez faire une histoire, j'entends, il faut avoir un scénario. Et c'est quelque chose qui est assez complexe, on ne peut pas se contenter de partir sur une histoire. Enfin, j'ai une idée, j'ai un personnage, j'avance, on verra bien où ça va. C'est comme commencer une page par la première case sans savoir où est la dernière, c'est un problème. On a eu le souci assez régulièrement d'un certain nombre de films qui sont sortis, notamment sur les plateformes de streaming, avec un très bon pitch de démarrage, une très bonne idée de base, mais aucune idée pour la développer. Et au final, on avait des films qui ne tenaient pas la route, qui ne savaient pas comment se terminer, parce que une idée, c'est pas suffisant. Une idée, c'est un début, et il est nécessaire. Mais il faut votre scénario en référence, en fait, qui va contenir les grands axes de votre histoire, ces personnages, ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils faisaient avant, les descriptions des décors, les actions, les narrations, les dialogues. Voilà. Trouver un concept, c'est facile. Commencer une histoire, c'est facile. Savoir où l'emmener et où la faire passer, comment la terminer, ça, c'est plus compliqué. C'est à ça que sert votre scénario. Un scénario, c'est pas immuable. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que vous fixez dès le début qui va plus jamais changer. Il peut évoluer en fonction de vos idées, des ajouts que vous allez y faire. Mais vous ne devez pas perdre, en fait, le point de vue, votre point d'arrivée, en fait. Même si ça va changer en cours de route, sachez où vous allez avec ça. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas comment écrire les motivations de vos personnages. Et si vos personnages n'ont pas de motivation, ils ne sont pas intéressants. Voilà. Donc le scénario, c'est la clé qui permet de comprendre l'évolution de vos personnages au travers des épreuves qu'ils vont rencontrer. Je vous ai mis un petit exemple de pages scénarisées que je fais moi pour cette présentation parmi d'autres. Donc le découpage page à page que je fais pour le manga, comment je passe mes narrations. C'est une façon parmi d'autres de présenter les choses. On peut mettre ça avec un storyboard à côté, on peut mettre ça case par case, on peut le décrire plus ou moins, case à case aussi. Il y a moyen de faire des choses, donc il y a différentes façons de faire, mais il faut avoir une vision sur ce qu'on fait. Voilà. Trouver son histoire, ensuite, quand même l'étape importante. Trouver son histoire, ça commence par trouver ce qu'on veut raconter, avec qui, de quelle façon, c'est ce qu'on appelle le pitch. Le pitch, c'est une ou deux phrases très rapides qui vont vous résumer l'idée très générale, notamment dans un dossier d'édition, c'est ce qui va démarrer votre dossier. L'éditeur, il ouvre en une phrase, il a une vague idée de ce que vous voulez raconter. Exemple, un jeune garçon à la force surhumaine part avec une jeune fille intelligente et un peu naïve chercher les 7 boules de cristal qui exauceront tous leurs vœux. Vous reconnaissez là le pitch de Dragon Ball. Autre exemple, un jeune garçon rebelle et indiscipliné veut prouver la valeur de son village, sa valeur aux yeux de son village, en devenant le chef du village. Vous avez là le pitch de Naruto, typiquement. Voilà. Donc c'est des pitchs qui sont simples, mais qui vont permettre de poser les grandes lignes de ce que vous voulez raconter. Une fois que vous avez un pitch, il vous faut des personnages, un protagoniste principal, et construire autour de lui en fait les rencontres qu'il va avoir. Et ce protagoniste, pour qu'il soit cohérent dans cette histoire, il faut qu'on sache qui il est, quelles sont ses caractéristiques, ses forces, ses faiblesses. Très important les faiblesses. Un héros qui n'a pas de faiblesse, il n'est pas intéressant. Sangoku, il a une faiblesse, c'est que si on lui sert sa queue de singe, il perd ses forces, par exemple. Bon, il y a d'autres exemples. Je reprends Frieren récemment. Frieren est une elfe mage qui a plusieurs milliers d'années, qui est très puissante. Sa faiblesse, c'est pas au niveau de sa force, c'est qu'elle a du mal à comprendre les émotions des humains avec qui elle partage sa vie.
Voilà, ils ont des choses, des traumatismes qu'ils vont devoir surmonter, des choses qu'ils vont devoir compenser, parce qu'un personnage qui n'a pas de défaut, il n'est pas intéressant. Même un truc comme One Punch Man, le personnage n'a pas de défaut, au sens où une sens de la force, il tue tout le monde avec un coup de poing, mais son défaut, justement, c'est qu'à cause de ça, il a du mal à exister, parce qu'il manque de charisme, principalement, donc les gens ne le prennent pas au sérieux, et qu'en plus de ça, il n'a pas de challenge, donc quelque part, la faiblesse du personnage, c'est de ne pas en avoir, et ça construit là-dessus. Mais on se rend compte que One Punch Man, enfin moi c'est mon avis perso, là on est à 24 tomes, ils sont juste là sur l'étagère, ça commence à tourner un petit peu en rond, parce que quand toutes les situations de danger sont désamorcées par un personnage qui n'a pas de faiblesse, si on ne se focalise pas un peu sur ses problèmes, bah, on finit par plus savoir trop quoi raconter. D'ailleurs, One Punch Man, actuellement, on parle plus des autres personnages que de Saitama parce que bah, il n'est pas très intéressant au final. Quand il arrive, c'est fini. Donc c'est un problème. Voilà, donc à partir de là, aussi autre chose importante, les motivations des personnages. Donc pourquoi est-ce qu'il part à l'aventure, hein, voilà. Donc, je reprends Naruto. Naruto, son but c'est de prouver sa valeur et de devenir Hokage. Donc il a une motivation principale pour partir à l'aventure. Hein, et surtout, comment est-ce que ça va le changer à la fin? C'est-à-dire pour le personnage, si à la fin de l'histoire c'est le même qu'au début, sauf si justement votre morale c'est de dire bah, les événements ne changent pas tant que ça peut être une morale, hein, pourquoi pas. Mais si c'est pas votre but, sinon le personnage, il faut qu'à la fin il ait gagné quelque chose, qu'il ait appris quelque chose. L'important donc c'est de dire votre personnage qu'est-ce qui va lui arriver, comment est-ce qu'il sera changé à la fin. À partir de là, qui va l'accompagner, qu'est-ce qu'il va affronter, qui est-ce qui va le trahir, où est-ce qu'il va se planter. Et surtout, donc je reviens là-dessus, le plus important c'est pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il a à faire. Ça c'est essentiel. Savoir où l'on va, je vous en ai parlé rapidement. Dès le début, vous devez vous définir un point d'arrivée. Mon histoire se termine comme ça. Ça vous permettra de définir vos évolutions, les motivations, les épreuves que votre héros et autres personnages vont rencontrer. J'ai du mal aujourd'hui. Il faut avoir toujours un cap. Hein. Je sais que l'important souvent c'est le voyage, c'est pas forcément le point d'arrivée, mais il faut quand même qu'on aille quelque part un minimum, sinon on s'en sort pas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donnez-vous la liberté, un scénario ça va évoluer, vous allez voir rajouter des personnages, rajouter des péripéties, avoir une nouvelle idée en cours de route, rajouter un flashback pour expliquer tel ou tel personnage, sans trop se perdre non plus. Tout ça, ça va rajouter des éléments à votre histoire, et ça peut éventuellement faire évoluer aussi votre point d'arrivée. Mais même s'il évolue, vous le connaissez. Vous n'ouvrez pas 1 million de pistes avec 1 million de mystères sans savoir où vous allez, sinon vous allez souffrir du syndrome Lost, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment finir votre histoire, et quelle que soit la fin que vous allez choisir, elle sera décevante. Donc sachez, gardez de point de vue où est-ce qu'on va avec tout ça. Dernière chose, enfin avant-dernière chose plutôt, la mise en page. Parce que un manga ou une BD, c'est pas une illustration, hein, donc c'est une histoire qui raconte des choses, et ça évidemment, bah, il faut le détailler. Donc ce que je vais regrouper ça dans une grande catégorie qu'on va appeler la mise en page. Hein. Donc un manga, c'est une histoire, pas juste des dessins. Et vous devez apprendre à évoluer au sein de ces pages, avec des personnages en mouvement, et ces pages répondent à des codes, et donc je vous en donne quelques-uns. Parce que souvent, bah, c'est pareil, les planches que je vois arriver, quand des débutants, en fait, elles sont chaotiques, il n'y a pas d'autre mot. Et il faut comprendre cette page. Donc déjà, cette page en tant que telle, cette page, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un cadre. Hein, un cadre avec une marge autour, des séparations entre les cases, qu'on appelle des gouttières. En général, dans le manga, elles sont verticales assez fines, horizontales un peu plus épaisses. Ça permet de mieux séparer les plans. Et donc des cases qui vont avoir des tailles qui vont varier hein, en fonction de ce que vous voulez raconter. Donc vous devez prendre en compte ces aspects-là. Si je veux faire un grand décor, il me faut une grande case pour qu'on prenne bien la position. Si la case est importante, que ce que dit le personnage est important, il faut que cette case elle prenne de la place. Des petits éléments de détail d'humour qui vont se caler en à côté, vous pouvez les faire en plus petit dans un coin. Il faut comprendre l'équilibrage de cette case, enfin de cette planche pardon, pour qu'elle fonctionne. Et ça passe par la compréhension des cases, des espaces entre elles, de vos cadres, donc vraiment qui doivent délimiter votre case, parce que si vous n'avez pas un cadre de base, que vous avez des planches, des cases un peu plus les unes que les autres, mais de façon anarchique, avec des espaces entre elles qui vont changer n'importe quand, on ne va pas réussir à se repérer. Donc un cadre, des espaces bien définis, et ensuite on va pouvoir déborder de ces espaces s'il y a besoin, venir en bord de page parce que ça donnera plus d'impact. Hein. Il y a beaucoup de mangas qui vont en bord de page complet, mais on peut varier tout ça, donc vous regarderez ce que vous avez chez vous. Ces codes-là, vous allez les retrouver. Hein. Dans l'exemple que je vous ai mis là, c'est une simple présentation de personnage, 2 angles différents selon le ressenti qu'on veut faire au personnage, et d'un côté une case que j'ai choisi de faire déborder vraiment jusqu'au bord, et l'autre où je reste dans mon cadre, parce que ça va permettre de montrer, il y en a un qui est très gros, qui prend beaucoup d'espace, et qui va être imposant, l'autre personnage qui est plus replié sur lui-même, qui est plus contrôlé, donc qui reste dans sa case. Par exemple, c'est une motivation parmi d'autres pour choisir pourquoi est-ce que cette case-là elle déborde, pourquoi l'autre elle reste dans les clous. Voilà, il faut que ce soit réfléchi un minimum. Vous ne pouvez pas partir à l'aventure comme ça sans savoir pourquoi telle case a la forme qu'elle a. Enfin, une page,
c'est une évolution, hein, donc les personnages se déplacent là-dedans, et il ne faut pas perdre de lecteur, donc il faut faire attention à ce que au sens de lecture, hein, si vous êtes en sens japonais, vous allez de droite à gauche, donc ça va être le sens de l'avancée. Si le personnage avance et se déplace vers le futur, entre guillemets, il va aller de la gauche vers la droite. S'il recule plutôt de la droite vers la gauche, s'il s'oppose de la gauche vers la droite. Donc il va y avoir des choses comme ça à prendre en compte. C'est également la position des personnages quand ils sont nombreux. Si vous ne suivez pas une logique de narration en fait, qui permet au lecteur de s'y retrouver, ben, il ne va pas savoir qui parle. Donc dans un groupe, par exemple, si dans une case, le personnage, il y en a un qui est à droite, un qui est à gauche, il faut essayer autant que possible de les garder dans les mêmes positions, avec une alternance de dialogue pour qu'on comprenne. Ou alors vous venez sur un gros plan, donc on voit bien de qui vous parlez, vous voyez bien vos personnages, mais s'ils sont un peu plus loin en compagnie, bah, il faut que ce soit assez logique et qu'on suive une certaine forme de cohérence, on va dire, dans la façon de placer les personnages. Voilà. Hein, donc garder des positions stables, jauger la taille des cases en fonction de ce qui s'y passe, faire sortir les cases, j'en ai déjà parlé, et surtout, un truc important, finissez sur une case qui donne envie de tourner la page en fait. Si on arrive en fin de case et que il se passe plus rien, votre lecteur il n'a pas envie de dire tiens qu'est-ce qui se passe à la page d'après. Et pareil sur un manga en fin de chapitre, hein, il faut que le lecteur il ait envie de voir la suite. Donc on peut s'arrêter sur ce qu'on appelle un cliffhanger, donc une action qui en appelle une autre, de façon à donner envie de tourner la page. On peut aussi faire le choix de chapitrer un peu plus les choses parce que on ne sait pas toujours quand son histoire s'arrête. Donc garder des fins de pages ou de chapitres ou de tomes qui soient un peu plus encadrés, mais gardez-vous toujours une ouverture vers la suite pour donner envie au lecteur de découvrir plus de vos aventures. Enfin, pour mettre tout ça en place, vous avez ce qu'on appelle le storyboard. Le storyboard, c'est quoi? C'est un croquis de page. Donc là, je vous ai mis deux exemples sur de la BD, mais c'est pareil pour le storyboard de manga. C'est ce qu'on appelle aussi en japonais les nemu. Pour ceux qui ont lu Bakuman, par exemple. C'est un terme qui est employé régulièrement. Donc ce sont des croquis qui vont vous dire dans telle case il se passe ça, qui vous permettent de réfléchir en fonction de votre scénario, si vous voulez mettre plus ou moins grande case, plus ou moins de dialogue, d'anticiper vos dialogues aussi d'ailleurs, il faut voir où vous les placez à l'avance pour que qu'ils ne viennent pas couvrir du dessin qui est important, ce serait dommage, ou vous ne soyez pas obligé de couper votre dialogue parce que vous n'avez pas prévu la place pour le mettre. Donc tout ça c'est à prendre en compte. Donc le storyboard, c'est ce croquis qui est plus ou moins développé selon qui fait quoi. Ça peut être un petit gribouillis dans un coin si c'est juste pour vous, ou un truc plus détaillé comme ce que j'ai mis là, parce que vous devez le montrer à d'autres personnes qui doivent le comprendre, ou à votre éditeur éventuellement, si vous êtes déjà dans un processus d'édition. Donc il faut que ce soit compréhensible. Donc voilà, après il y a différentes façons de faire, mais c'est une étape qui est indispensable. La plupart des auteurs storyboardent tout leur album avant de commencer le dessin en propre. Alors peut-être pas pour un dossier d'édition, mais quand vous commencez vraiment un manga, donc vous savez que vous allez aller au bout, ou au moins votre chapitre, il faut que ce soit storyboardé d'avance, ça vous permet de bien équilibrer, de vérifier que vous savez qu'est-ce qui va où et que ça fonctionne. Pour finaliser tout ça, parce que une page, elle peut pas, c'est du dessin, c'est de la mise en page, d'accord, mais à la fin, il faut quand même la faire propre. La première étape, c'est l'ancrage, donc ça vaut pour une illustration aussi. L'ancrage d'un dessin, que ce soit sur papier traditionnel ou sur numérique, c'est une étape qui est indispensable. Elle définit le style final de votre dessin. Il y en a qui aiment bien cette étape, moi j'aime bien perso, il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est indispensable. Donc, ce qu'on appelle l'ancrage, c'est un terme assez général parce que ça peut très bien être un nouveau crayonné qui va être plus propre que l'ancien. Ça peut être quelque chose qui est fait à l'encre de Chine et à la plume G, qui est l'outil traditionnel des mangaka. Ça peut être fait au stylo feutre de différentes tailles. J'ai même eu des collègues qui travaillaient au bic. Avec un bic, on peut faire un ancrage, c'est possible aussi. Cet ancrage, il va influencer votre style, selon que l'ancrage soit rond, soit doux, soit fin, soit épais, soit nerveux, soit angulaire, ou différentes façons d'ancrer qui vont en fait définir votre style de dessin aussi, autant que la façon dont vous dessinez elle-même. Donc l'ancrage, c'est une étape qui est indispensable. On peut aussi faire varier l'ancrage pour faire ressentir des émotions, un ancrage qui va être plus brouillon pour montrer que le personnage est dans une situation qui est tendue, tout ça, ça va être aussi important. Un exemple ici de case. D'un côté, vous avez une planche qui est en phase de crayonné, donc plus ou moins poussée. Là, j'ai quand même bien appuyé mon premier plan, par exemple, et à droite, la planche, une fois qu'elle est ancrée, vous voyez qu'il y a plus de détails, qu'il y a plus de finesse aussi, qu'il y a des effets de vitesse qui ont été rajoutés. Là, j'ai carrément d'ailleurs mis les bulles et les textes et les trames, donc c'est une partie qui est terminée. Donc, vous voyez une planche finie, vous voyez la différence entre les deux, ça a son importance. La trame, puisque j'en parlais à l'instant, la trame c'est pas forcément indispensable, mais c'est souvent utilisé. La trame c'est un ensemble de nuances de gris qui ont une espèce d'effet un peu de pixelisation là, qui permet d'être reproduit en fait à l'impression sans poser de problème dans le noir et blanc. Ça va permettre de faire des fonds, de donner de la nuance, voire même de faire des décors, des ambiances, des nuages, des effets sur les vêtements, des ombres sur les persos. Donc c'est plus ou moins poussé selon le style que vous avez, encore une fois. Pour prendre deux opposés, Dragon Ball, il n'y a quasiment pas de trame. Peut-être un effet de gris une fois de temps en temps dans les derniers,
notamment Dragon Ball Super, parce qu'il faut faire les cheveux. Alors, Super Saiyan Blue, par exemple, ça passe pas en noir et blanc, donc il y a des effets qui sont utilisés. À l'origine, il n'y en a quasiment pas, c'est du pur noir et blanc. Moi, j'aime bien, perso. One Punch Man, c'est plein de trames de partout, ça donne des planches qui donnent l'impression d'être un peu plus travaillé. Mais c'est pas indispensable, ça va vraiment dépendre de l'ambiance que vous voulez donner. Moi, j'en mets un peu par-ci, par-là de temps en temps, mais c'est pas indispensable. Voilà. Donc là, un exemple de trame un peu effet nuage, ombrage un peu nébuleux d'arrière-plan sur une page d'un projet que je fais actuellement. Voilà. Enfin, placer ces textes et ces bulles de dialogue, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure, à l'étape du storyboard, il faut anticiper ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir son scénario écrit avant. Vous allez garder de la place pour placer vos bulles et les textes dedans. S'il n'y a pas de place, ben, ça va manger votre dessin, ça va gâcher l'action, donc évidemment ben, il faut anticiper un petit peu ça. Ce sera aussi l'étape où éventuellement, si votre dialogue, vous sentez qu'il ne fonctionne pas très bien avec votre dessin, vous pouvez légèrement le remanier pour que ça passe mieux. Alors si vous êtes votre propre scénariste, vous pouvez le raccourcir un peu, vous dire tiens telle phrase elle est un peu trop développée, un peu trop longue, un peu trop compliquée, je vais la simplifier un peu, ou elle n'est pas indispensable parce que le dessin montre les choses, c'est pas la peine que je mette du texte par-dessus. Donc c'est cet instant-là où vous pouvez un petit peu équilibrer, c'est vraiment la dernière étape qui va donner l'aspect final à votre page, avant de la publier. À ce stade-là, vous avez donc vos pages, elles sont faites, elles sont finies, votre dessin est joli, votre scénario est écrit, vous avez tout ce qui est nécessaire pour passer à l'étape finale. Donc en fait, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mon manga? Donc il y a deux choses, soit vous vous dirigez vers la voie professionnelle, soit vers la voie, on va dire, entre guillemets, amateur, mais on verra qu'il y a différentes façons de faire les choses. La voie professionnelle au sens strict, c'est ce que j'appelle la voie de l'édition, donc vous allez contacter un éditeur professionnel qui va se charger d'imprimer votre bouquin, de le vendre dans les magasins sous une forme physique. C'est la voie traditionnelle. Après, maintenant, avec le numérique, il y a d'autres façons de faire, j'en parlerai juste après. Le dossier d'édition, c'est ce que vous envoyez à un éditeur, donc c'est ce qui va être représentatif de votre travail, c'est ce qui va permettre en quelques pages de lui donner envie de vous signer un contrat. Donc ça contient quoi, un dossier d'édition? Ça contient un peu ce qu'on a dit auparavant. Le pitch, donc cette phrase très simple qui va permettre de montrer ce que vous voulez raconter. Un résumé rapide, ce qu'on appelle un résumé de C4 en fait. La C4, c'est la dernière, ce qu'on appelle parfois, en faisant une erreur, le dos du livre, en fait, c'est la dernière de couve. C'est ce petit résumé que vous allez lire qui va vous dire, tiens, cette histoire m'intéresse, je vais entrer dans l'histoire. Donc c'est pas tant un résumé général qu'un résumé du début de l'histoire et des grands thèmes que vous allez aborder. Il vous faut évidemment une couverture en couleur qui claque, que vous pouvez mettre en début de dossier, qui dit, tiens, ce truc-là, si je le croise dans un rayon, est-ce que moi, en tant que lecteur, j'ai envie de l'acheter? Essentiel, cette couverture. Ce qu'on appelle une note d'intention. La note d'intention, c'est quoi? C'est un petit texte assez court, c'est un paragraphe. Vous expliquez les raisons. Pourquoi je fais cette histoire? Qu'est-ce que je veux raconter? Qu'est-ce que je veux dire? À quel type de lectorat je m'adresse? Quelles sont les valeurs que je veux partager? Pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que j'ai eu telle ou telle expérience, telle ou telle chose. Enfin voilà, un petit texte qui permet à l'éditeur de comprendre votre motivation à vous. En fait, comme le héros de votre histoire, il faut que vous ayez une motivation à raconter votre histoire. Si vous la racontez juste comme ça, sans savoir pourquoi, forcément, vous n'allez pas y mettre de cœur et ça marchera moins bien. Ensuite, un résumé détaillé de votre histoire. Donc, par exemple, un premier arc narratif, voilà, dans cet arc narratif, il va se passer ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça se termine comme ça. Histoire qu'on comprenne bien ce que vous voulez raconter, que aussi l'éditeur, il comprenne que vous savez où vous allez et que vous êtes carré. Vous n'avez pas juste une idée comme ça à tout bout de champ, vous savez où vous allez, c'est important. Une présentation des personnages principaux, une illustration, quelques lignes pour dire son caractère c'est ça, ses forces c'est ça, ses faiblesses c'est ça, sa motivation c'est ça, qu'on comprenne un peu qui veut quoi dans l'histoire. Et votre premier chapitre, dans le cas du manga, le premier chapitre souvent c'est pas mal, donc c'est comme une vingtaine de pages, c'est beaucoup de travail, qui vont permettre de comprendre ce que vous dessinez, comment vous racontez, et pour l'éditeur l'occasion de se plonger dans votre récit assez longtemps pour qu'il se dise voilà, ça c'est bien raconté, je veux avoir la suite. Voilà. Encore une fois, c'est beaucoup de temps. Malheureusement. Un dossier d'édition, c'est beaucoup de travail pour pas forcément des résultats, puisque j'en parlerai après, c'est pas forcément un oui du premier coup. Il faut avoir conscience de ça, donc c'est beaucoup d'énergie à déployer pour un résultat qui n'est pas certain. Voilà. Donc tout ça, vous faites un beau fichier PDF, vous pouvez l'envoyer aux éditeurs via leur site, en général, il y a des liens de contact. Vous pouvez l'imprimer pour leur donner dans certains gros festivals BD. Par exemple, je sais qu'à Japan Expo ou d'autres festivals, Kana souvent a des éditeurs qui sont présents pour rencontrer des jeunes auteurs qui voudraient se faire publier. À Angoulême également, ça marche aussi. Pas dans tous les festivals, dans les petits festivals locaux, il n'y a pas d'éditeurs, mais dans les gros salons, vous pouvez trouver éventuellement des éditeurs. Voilà. En général, on passe par mail. Ou alors, on fait remonter, si vous avez des contacts, si vous avez rencontré des auteurs avec qui vous avez sympathisé, qui vous ont donné des conseils, vous pouvez éventuellement leur demander
si vous les connaissez bien, les contacts, les mails directs de leurs éditeurs à eux, qui permettront de passer un peu plus rapidement. Ça marche pas à tous les coups, mais ça peut être utile. Voilà. Ensuite, vous croisez les doigts et vous gardez à l'esprit qu'il y a plus souvent des refus. Hein. Il y a beaucoup de monde dans l'édition, beaucoup de monde dans cette course. Donc, malheureusement, les places sont chères et il y a beaucoup souvent meilleur que soi. Donc, il y a plus de chances que vous ayez des non que des oui. Et il ne faut pas vous décourager. Hein. Il faut se réinventer, il faut revenir, se trouver d'autres projets, continuer si c'est un non. Dans certains cas, ça arrive et heureusement, vous avez suffisamment de talent dès le démarrage et de travail pour que dès votre premier contrat, ou très vite on vous dise oui. Ça arrive, j'en connais plein qui s'est arrivé. La majorité, c'est souvent des non. Et donc, il faut continuer, il faut trouver d'autres idées. Voilà, hein, c'est un processus qui va varier selon chaque personne. Il n'y a pas de règle générale là-dessus. C'est pas parce que vos premiers projets sont refusés que vous n'allez pas faire un truc génial ensuite. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs très connus aujourd'hui qui ont galéré à leur début et qui, parfois, avant de faire le truc qui allait les faire exploser, en fait, ont fait plein d'histoires qui n'ont pas décollé et qui étaient découragées jusqu'à ce que la bonne histoire rencontre le bon public. Il y a beaucoup, en fait, d'éléments de hasard dans l'édition qui vont vous amener à être reconnu ensuite, donc, ou pas. Donc il faut être conscient de ça. Voilà. Si déjà vous arrivez à signer quelque chose, à en vivre, c'est déjà bien. Si ça n'arrive pas, c'est pas la fin du monde. Si vous devenez une superstar, tant mieux pour vous. Mais rappelez-vous que les superstars du dessin, c'est même pas 10% des auteurs pros qui existent. Hein, donc c'est un petit pourcentage, c'est certainement moins que ça. Voilà. Il y a d'autres façons de se faire lire, heureusement, de nos jours. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui va être publication en ligne. La publication en ligne, si vous ne visez pas forcément l'édition papier, c'est mettre ses planches sur un site qui est dédié à ça, notamment l'exemple qui me vient à la tête tout de suite, c'est Manga Draft. Vous y mettez votre chapitre, vous pouvez toucher des lecteurs, peut-être en toucher assez pour vous créer votre communauté. Et même si cette communauté est assez importante, qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent, vous pouvez ouvrir des comptes de financement à côté, comme Tipeee par exemple, qui vont permettre aux gens qui vous suivent de vous donner un peu de sous. Et puis si votre communauté devient vraiment très importante, il y a des auteurs qui vivent uniquement de leur communauté. Hein. C'est comme les youtubeurs par exemple. Je pense à Maliki notamment, qui avait une très très grosse communauté en ligne avec son blog, qui a fait quelques bouquins, d'abord dans l'édition classique chez Ankama, je crois, et qui ensuite s'est envolé vers l'auto-édition et le financement via les choses qu'il publie sur son blog et compagnie. Donc il fonctionne entièrement avec sa communauté, donc ça existe. Mais après, c'est pas une finalité, on peut aussi aimer publier, sans forcément pour gagner de l'argent, juste parce qu'on aime faire ça, et être lu par des gens et échanger sur nos histoires, donc ça c'est déjà bien. Et enfin, donc l'auto-édition, ça, c'est l'étape où vous êtes votre propre éditeur. C'est-à-dire que vous décidez d'imprimer, de stocker, de distribuer vos livres vous-même. Les week-ends, vous allez prendre des stands dans différents festivals, donc c'est payant, donc il faut pouvoir se rentabiliser par ses ventes autant que possible. Et vous allez vendre votre livre directement aux gens qui viennent vous voir ou via un site web, via les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc vous allez devoir vous occuper de la mise en page, de tout ce qui va être les fichiers d'impression, de l'impression elle-même, de stocker vos bouquins. Donc il faut un garage, il faut une pièce pour ça. Donc vous faites tout le boulot de l'éditeur, vous récupérez plus d'argent sur vos ventes, mais vous n'avez pas une diffusion qui est aussi large. Ceci étant, encore une fois, je connais des auteurs qui travaillent uniquement en auto-édition avec des communautés plus restreintes, mais comme ils gagnent plus d'argent par bouquin, ça s'équilibre. Et ça leur va très bien comme ça aussi. Donc il y a X façons de se faire publier. Hein, voilà. Donc par contre, c'est beaucoup de travail. Hein. Par exemple, l'auto-édition, si en plus vous faites appel à un financement participatif, il faut des contreparties pour les gens qui vont vous aider au-delà du prix du bouquin. Des rencontres, des dessins supplémentaires, des marque-pages, des choses comme ça qui vont vous demander régulièrement de faire du travail en plus. Donc l'auto-édition, c'est l'indépendance, mais c'est aussi beaucoup de travail. En conclusion, pourtant la conclusion, j'aime bien les conclusions. Dessiner, c'est avant tout un plaisir. Hein. Vous imaginez des personnages, vous les faites vivre, c'est passionnant. Si vous arrivez à vous perfectionner assez, vous trouverez des lecteurs avec qui vous pourrez partager votre imagination. C'est un des plus grands plaisirs de cette activité, de cette création. Rencontrer des gens qui vont aimer vos personnages, qui vont aimer les vivre avec vous en fait, et s'intéresser à ce qui leur arrive et qui vont être pressés d'avoir la suite. Il faut que ça reste le cœur de votre passion. En fait. Si vous commencez à dessiner parce que vous voulez devenir connu, ou parce que vous voulez devenir célèbre, ou faire plein de ventes, ou être riche, non, ça c'est pas une bonne motivation. Faites-le parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir, et faites-le pour vous avant tout, et pour les autres, mais pas pour gagner de l'argent, pas pour être célèbre, c'est pas une bonne motivation du tout. Si vous visez l'édition professionnelle, gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de monde, c'est important, qu'il y a toujours meilleur que soi, et que, comme je vous le dis il y a quelques instants, pour les quelques auteurs superstars, il y en a beaucoup qui vivent plus modestement, certains qui n'en vivent pas du tout, voilà. Moi j'ai des phases, par exemple, j'en ai très bien vécu, des phases où j'en vis tout court, des phases où je suis entre deux boulots, du coup, c'est pour ça que je suis prof aussi à côté en collège, en SVT, pour ceux qui savent, pour équilibrer les choses.
Il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui vont vendre 200 000 bouquins et qui vont pouvoir dire tant pis, enfin j'arrête, c'est bon, je suis tranquille, j'ai plein de thunes. Ça, il y en a, mais c'est pas le cas majoritaire, hein. C'est un job qui est fascinant, qui a beaucoup de contraintes aussi. Pour ça, je vous renverrai tiens, à ma vidéo La réalité du métier d'auteur. Je mettrai un lien également en dessous, si vous pouvez aller voir, je vous explique un petit peu le bon et le moins bon dans ce type de métier. Parce qu'on n'en est pas toujours conscient au début, donc il faut avoir conscience de ça. Mais si c'est votre voie, vos meilleurs atouts, le travail, la persévérance, une bonne grosse dose de chance, c'est nécessaire. Et vous pouvez vous lancer. Voilà. Donc j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'avec ça, vous avez assez d'outils. Donc encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires en dessous. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne quand même, vous savez comment ça marche, vous mettez un petit like, tout ça, machin. J'aurais dû vous le dire avant et pas au bout de 40 minutes de vidéo. J'espère que vous avez tenu la vidéo en entier. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas donc à partager vos créations sur les réseaux, à me contacter pour me donner, me montrer ce que vous faites aussi, pourquoi pas. J'aimerais vous donner mon avis, ça me fera plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, dessinez bien et à bientôt.